Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chers amis investisseurs, bonjour et bienvenue dans le 8e épisode de la série Investissement franco-africain. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur les opportunités d'investissement en finance islamique en Afrique. Chers investisseurs, arrêtons juste de pleurer. Soyons le changement que nous voulons être. N'attendons pas que les banques de la finance viennent investir à notre place. Le marché de la finance islamique est estimé à horizon 2030 à 5 000 milliards. En 2023, ce marché est estimé à 3 000 milliards. C'est une croissance de 15% rien qu'en Afrique. Le marché en 2024 est estimé aujourd'hui à 4 000 milliards. Est-ce que vous savez que 53% de la population africaine est musulmane, soit 810 millions de clients potentiels. Et seulement 1% des actifs en Afrique représentent des actifs bancaires islamiques. Est-ce que vous saviez aussi qu'en Afrique, il y a 100 milliards de transferts de fonds qui sont effectués tous les ans? Trêve de chiffres, chers amis, le potentiel de croissance est avéré. Il y a déjà des acteurs qui sont déjà présents, mais qu'en est-il aujourd'hui des acteurs franco-africains? Est-ce qu'on devrait observer les autres? Je vous propose un petit tour d'horizon des acteurs qui sont déjà présents et comment investir aujourd'hui sur ce marché. Alors, le plus important aujourd'hui, c'est d'aborder le contexte avec vous. Il faut savoir que la finance islamique fait partie déjà de la famille de la finance éthique, ce qu'on appelle la finance avec des critères ESG. C'est une finance qui est basée sur des principes suivants. C'est l'interdiction des intérêts, ce qu'on appelle le riba, l'interdiction de l'incertitude, ce qu'on appelle le harar, et l'interdiction également de la spéculation qu'on appelle le maïsir. Et la finance islamique impose une contrainte et une obligation, c'est que tout actif doit s'adosser à un actif tangible. Tout actif financier doit être adossé, doit correspondre à un investissement dans l'économie réelle. Ce qui fait que la finance islamique, elle est réputée sur anti-crise et permet surtout, en cas d'investissement, de partager de manière équitable à la fois les bénéfices, mais aussi de partager aussi de manière équitable les risques. Donc, il n'y a pas de partie qui est lésée dans le cadre d'un contrat donc de finance islamique. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des secteurs qu'investissent aujourd'hui la finance islamique. Il est important de savoir que dans la finance islamique, on va parler des banques classiques, ce qu'on appelle des banques, soit des banques de réseau, c'est la banque de Monsieur Tout-le-Monde, ou des banques de financement islamique. Alors, pour exemple, je vais vous parler de Jais Bank, en fait, qui est une banque nigériane. Donc, cette banque, en fait, propose tout simplement des produits bancaires halal, c'est-à-dire des cartes, des moyens de paiement, pouvoir financer sa maison, pouvoir financer aujourd'hui de l'immobilier ou financer en fait sa cuisine, financer un véhicule. Donc, la finance islamique en Afrique investit aussi ce qu'on appelle les placements financiers. Dans les placements financiers, il y a un terme qui revient assez souvent, c'est ce qu'on appelle des soukouk, c'est des obligations. Pour donner un exemple très précis, si une grande entreprise ou l'État a besoin de se faire financer, donc cette institution va émettre ce qu'on appelle des obligations, des soukouk, et que vous, les particuliers, vous pouvez aller investir, injecter votre argent dans ces soukouk, et que à la fin, bien sûr, ces projets, une fois qu'ils sont développés, il va y avoir un partage des bénéfices. La finance islamique investit aussi ce qu'on appelle de la private equity, c'est-à-dire du financement privé à des prises de participation dans des entreprises. Il y a bien sûr d'autres formes de financement donc de la finance islamique investie en Afrique, à savoir tout ce qui est partenariat
public, privé. Et on ne peut pas parler de la finance islamique sans parler de l'assurance islamique, en fait, qui est en plein développement, à savoir le takaful. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand on visite des pays comme le Nigeria, le Sénégal, le Maroc et l'Égypte, nous avons des institutions très visibles, en fait, sur les finances islamiques. Mais je ne peux pas vous parler de finances islamiques si je ne vous parle pas des fintech. Aujourd'hui, la finance islamique offre un potentiel phénoménal, une croissance phénoménale pour les fintech qui veulent se spécialiser dans la finance islamique. Alors, même si ce n'est pas en Afrique, mais il est important de vous rappeler cet exemple. Vous avez des fintech très solides en fait en finance islamique. Je vais vous parler de PayHalal qui est déjà un acteur en Malaisie. Et PayHalal peut aujourd'hui servir soit d'inspiration pour des futurs patrons de start-up et de fintech en Afrique. Vous avez aussi donc des fintech en fait qui vont investir dans le domaine de l'investissement. Par exemple pour les PME. Pour les PME, vous avez des acteurs en fait qui investissent l'agriculture, qui investissent en fait le domaine éducatif et le domaine de la santé. Je pense notamment à Quali Capital Fund. En fait, c'est un fonds qui va en fait soutenir les PME, qui va soutenir en fait des entreprises dans ces secteurs-là. Vous avez sûrement entendu parler en fait de la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement va plutôt favoriser des partenariats publics-privés, va plutôt soutenir soit des institutions, soit des associations qui investissent en fait le domaine de la finance islamique. Est-ce que vous avez entendu parler de Paydunia? Paydunia, c'est une start-up au Sénégal, donc qui propose en fait des produits financiers compatibles avec la charia. Et je peux vous parler aussi, donc dans le domaine du financement, il y a la holding en fait, Al-Mawarid en fait, qui va plutôt investir dans des produits en fait d'agrobusiness halal surtout. Alors, ce qui est important, donc je reviendrai un peu plus en détail sur les startups, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ça soit de l'institutionnel, que ça soit de la finance d'entreprise ou que ça soit de la finance pour les particuliers, il existe de nombreuses opportunités aujourd'hui en Afrique pour la finance islamique. À savoir, c'est qu'il y a une forte classe moyenne dans les pays africains à forte population musulmane. Cette forte classe moyenne, c'est une classe moyenne qui est consciente en fait, qui veut se conscientiser sur les questions de la finance islamique. Et de l'autre côté, on retrouve aujourd'hui en fait une faible inclusion bancaire en Afrique et une faible inclusion bancaire islamique. Donc en fait, tous ces paramètres conjugués en fait ou compilés viennent en fait constituer des opportunités fort intéressantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de finance islamique, cela représente environ 3 000 milliards d'actifs financiers mondiaux, mais il n'y a que seulement 1% des actifs en fait islamiques mondiaux pour l'Afrique. Donc, il reste 99% en fait à aller chercher. Et aujourd'hui, en fait, en Afrique, du faible aussi de l'éducation financière, il y a aussi des opportunités pour aller développer des agences de communication, pour aider à développer la notoriété des produits de la finance islamique. Et cette croissance, elle est présente en fait dans l'avenir. Toutes les institutions financières, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la Banque africaine de développement, que ce soit d'autres institutions, parlent d'une croissance aussi dans les projets. Vous avez vu et entendu parler des parcs éoliens, des produits dans les développements durables. Il y a par exemple le produit du parc éolien Taïba au Sénégal. Donc, ces produits-là, ce sont des produits d'investissement en fait islamique. Donc, il y a des acteurs islamiques qui se positionnent sur ces acteurs-là. Donc, aujourd'hui, en fait, le potentiel n'est pas à démontrer. Je vais vous parler
d'autres organismes. Par exemple, on va aller pays par pays. Si je vous parle du Nigeria, le Nigeria, depuis 2012, détient une institution qui s'appelle ONEFI. Cette institution offre des services de microfinance conformes à la charia. Donc, ce sont déjà des exemples qui sont là depuis 2012. Vous avez aussi un grand acteur mondial depuis 2015, Paystack. Paystack, c'est une plateforme de paiement en ligne qui propose des solutions de paiement conformes à la finance islamique au Nigeria. Voyons voir un petit peu du côté du Kenya. Kenya, on a aujourd'hui en fait Ummati Capital depuis 2012 qui fournit des solutions de financement pour les PME en respectant bien sûr les finances, les principes de la finance islamique. Vous avez aussi Mshawiri depuis 2012 en fait qui propose des services de micro-épargne et de microcrédit conformes à la charia et cela est fait en partenariat avec la Commercial Bank of Africa. Vous avez en Afrique du Sud une start-up qui s'appelle Hello Paisa. Depuis 2015, cette start-up s'est positionnée sur les transferts d'argent internationaux conformes à la charia. Vous avez des banques classiques comme NFB Islamic Banking, toujours en Afrique du Sud, qui proposent des produits bancaires classiques. Alors, pour un territoire que vous connaissez sans doute, le Sénégal, vous avez Tamwil Africa Holding. C'est un groupe bancaire qui opère dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un phénomène qui est déjà présent. Vous avez aussi Aura Bank qui propose des produits financiers islamiques, notamment des soukouk. Alors, le Maroc, il y a des banques participatives au Maroc qui proposent de la finance islamique. Notamment, Oumnia Bank, depuis 2017, propose de la finance participative. Vous avez aussi la banque Asafa, depuis 2017, qui propose des produits de la banque islamique. Vous avez l'Égypte et l'Afrique du Sud à travers Al-Baraka Bank, que ce soit en Égypte ou que ce soit en fait en Afrique du Sud, ça propose des produits de la finance islamique. Vous avez aussi des banques du Golfe qui s'implantent en Afrique, notamment l'Abu Dhabi Islamic Bank en Égypte qui propose des produits de la finance islamique. Alors, ces exemples, en fait, on pourrait en parler en fait beaucoup plus en Afrique francophone parce que c'est là où ça nous intéresse en fait beaucoup plus. Vous avez, je reviens au Sénégal, la Coris Banque Internationale qui propose des produits de services bancaires islamiques qui touchent à la fois les PME, qui touchent à la fois les investisseurs locaux. Vous avez la Banque islamique du Sénégal depuis 1982. Ça fait bientôt 43 ans. Cette banque, c'est l'une des premières à proposer de la finance islamique. Vous avez toujours au Sénégal la Tamwil Africa Holding qui propose dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest des solutions de financement islamique pour les PME et les grandes entreprises. En Côte d'Ivoire, vous avez l'Islamic Bank of Côte d'Ivoire depuis 2015. Vous avez la Coris Bank Côte d'Ivoire. Le Nigeria, je vous ai parlé de Jaiz Bank tout à l'heure, donc qui propose de la finance islamique. Vous avez le Maroc, vous avez la Mauritanie avec la banque Al-Wafa Mauritanie qui propose des produits bancaires islamiques depuis 1985. Vous savez, c'est pas un phénomène qui est récent. C'est un phénomène en fait qui touche pas mal de pays. J'ai pas oublié le Rwanda qui propose avec Jianga Finance des services de microfinance. Vous avez la Tanzanie à travers la CRDB. Vous avez la Zambie qui propose, il y a une institution qui propose en fait du conseil en finance islamique. Vous avez la FNB, je vous ai parlé de cela en Afrique du Sud. Vous avez l'APSA Kenya qui propose des offres de finance islamique. En fait, vous savez, il y a beaucoup d'institutions qui s'est aujourd'hui en fait positionnées là-dessus. Je ne pourrais pas finir en fait ce classement sans vous parler également de la Bank of Africa au Mali depuis 1995 qui propose à la fois de la finance islamique, même si c'était à la base en fait une banque conventionnelle. Au Maroc, vous avez la Société Générale au Maroc qui propose des produits de bancaires islamiques. Vous avez aussi en Algérie El Baraka Bank. Donc, tous ces acteurs se sont positionnés sur la finance islamique. Est-ce que
la finance islamique aujourd'hui, en fait, elle est facile à faire? Est-ce que c'est sans défi? Alors, c'est là où on va un petit peu rentrer dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la finance islamique, il y a des défis à prendre en compte si on veut investir dans la finance islamique. C'est le fait qu'il n'y a pas un cadre mondial juridique, en fait. Il faut savoir que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle 4 écoles juridiques. Et ces 4 écoles juridiques proposent des interprétations différentes sur la finance islamique. Donc, l'enjeu numéro 1 dans chaque pays de l'Afrique, c'est d'adapter la législation, d'adapter le cadre juridique, déjà, pour que ça soit conforme à la finance islamique, à la charia, mais aussi au sein même d'un pays, entre 2 banques, d'harmoniser en fait les écoles juridiques et aussi cohabiter en fait les 2 finances, la finance conventionnelle et la finance islamique. L'autre défi important en Afrique, c'est l'éducation financière. Je tiens à le rappeler, petit sous, gros sous, est là aussi pour aider et contribuer à l'élévation du niveau de l'éducation financière. Et il est important de sensibiliser aujourd'hui le grand public en fait sur la finance et la finance islamique. Donc il y a un double enjeu à faire. Et ça fait partie des défis parce qu'il faut à la fois proposer des produits, mais aussi sensibiliser le grand public. Et en tant qu'un futur investisseur, je me dois aussi de vous sensibiliser sur d'autres sujets comme la faiblesse des infrastructures en fait en finance islamique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la finance islamique, ce n'est pas que une façade peinte en vert avec des versets coraniques, mais il faut que au niveau infrastructure informatique, il faut qu'au niveau institutionnel, qu'il y ait une séparation nette entre les 2 finances, qu'il n'y ait pas donc de mélange en fait au niveau des actifs, surtout en ce qui concerne la provenance de fonds. Donc, pour résumer aujourd'hui, en fait, quand on se place du point de vue de l'afrodescendant ou de l'investisseur franco-africain, on constate que c'est un sujet qui est quasi absent en fait dans le paysage français et dans les relations, on va dire classiques, les relations mainstream entre l'Afrique francophone ou l'Afrique et la France. On parle très peu de ces acteurs. Mais ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que il y a des acteurs classiques depuis les années 80, des banques africaines qui se sont positionnées sur la finance islamique. Il y a des startups nouvelle génération avec des fintechs qui sont se positionner là-dessus. Et qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la diaspora africaine? On retrouve des profils tech, fintech, des profils de développement. On trouve en fait des investisseurs, des gens qui sont à la recherche en fait d'investir en Afrique et aussi qui sont à la recherche de solutions de finance islamique et de solutions de finance éthique. Donc aujourd'hui, avec le développement du digital en Afrique, avec le développement justement des technologies permettant de transférer des fonds en Afrique, l'Afrique reste un terrain de jeu très intéressant pour aller investir là-bas. Et investir avec la conviction de trouver des produits compatibles avec vos convictions personnelles. Que ça soit dans l'immobilier, un épisode que j'ai fait dans cette série. Donc, il est possible d'aller investir dans l'immobilier. Que ça soit pour investir et fructifier son argent. Donc, vous avez ces fameux sukuk, en fait, ces obligations qui peuvent vous permettre de financer, de bénéficier plutôt d'un placement et de fructifier votre argent. Vous avez aussi, si il vous faut investir, faire crédit, investir en fait dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, vous avez des banques en fait qui sont à l'écoute en Afrique, qui peuvent vous accompagner. Et vous avez aussi aujourd'hui dans le domaine classique des paiements, donc des fintechs, où il y a des opportunités à saisir. Alors, les opportunités sont à la fois adressées en fait à un large public, comme il est aussi dorénavant possible aussi de proposer des solutions technologiques et des solutions techniques à des acteurs déjà implantés. Et on voit que il y a des groupes de pays comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, majoritairement francophones et majoritairement en fait musulmans, qui essaient de se positionner, qui essaient d'avoir des solutions
à grande échelle pour adresser en fait toute la région. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres coins de l'Afrique où il y a un potentiel de développement aussi de la finance islamique. C'est l'Afrique de l'Est, incluant aussi l'océan Indien où il y a de fortes présences de populations musulmanes. Donc aujourd'hui, l'Afrique reste avant tout une terre d'opportunités d'investissement en finance islamique. Et quand on est franco-français, quand on est afro-descendant, il subsiste encore des parts de marché à acquérir. Voilà. J'aurai le plaisir de vous retrouver les 2 prochains derniers épisodes de cette série France africaine où on abordera d'autres sujets, donc pour vous permettre d'envisager sereinement votre investissement en Afrique. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sou, Gros Sou. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sou aujourd'hui, Gros Sou demain.